Bonsoir ou bonjour à tous. Avant que l'année ne se termine, je voulais vous proposer cette compilation de petites histoires qui sont à redécouvrir car elles ont toutes déjà été postées, mais cette fois je les ai réunies autour d'un thème commun, donc les fantômes qui ont une apparence ou des comportements enfantins. Prenez quelque chose à boire ou à grignoter, installez-vous confortablement dans votre siège et éteignez les lumières. Ou gardez-les allumées, c'est vous qui voyez. Il y a quelques années, j'étais bénévole dans un centre de loisirs local. Je m'y rendais 2 jours par semaine. Les enfants arrivaient dans l'après-midi après les cours, et certains restaient jusqu'à tard le soir. Mon rôle principal était de les surveiller et de les aider à ranger. Ce centre mettait beaucoup de jouets à leur disposition, des poupées, des peluches, des petites voitures, mais aussi de quoi faire du sport, comme des petits monocycles. Mais le plus important, c'était une boîte à sauter creuse, dont les tiroirs pouvaient être empilés les uns sur les autres. Les premières fois que je suis venue, je me suis demandé ce que ça faisait là. La pièce dans laquelle les enfants jouaient n'était pas assez grande pour pouvoir prendre l'élan nécessaire afin de sauter tous les tiroirs. D'autres bénévoles m'ont expliqué qu'ils l'avaient récupérée dans une école primaire du quartier, lorsque celle-ci avait fermé quelques années auparavant. Au bout de 2 ans, j'ai dû déménager pour des raisons personnelles. Faire mes adieux aux enfants m'a beaucoup attristée. J'avais vu certains d'entre eux grandir, je m'y étais attachée. Pour mon dernier jour, les enfants m'ont offert des origamis fleurs qu'ils avaient pliés pour moi. Certains m'ont écrit des lettres pour me dire au revoir. Ça m'a beaucoup émue. Je me suis proposée pour assurer la fermeture ce soir-là. Après m'être assurée que tous les enfants soient sortis, j'ai éteint les lumières et fermé la porte du centre. Puis j'ai entendu du bruit. Je suis restée silencieuse un instant. Ça semblait venir de la réserve, celle où on stockait les jouets. Je n'avais jamais eu ce genre de problème, et comme j'étais la dernière à sortir, je me suis dit que c'était probablement un petit plaisantin qui me faisait une farce en se cachant. J'ai jeté un coup d'œil au couloir du centre. Toutes les lumières étaient éteintes. Il devait faire un noir d'encre dans la réserve. L'enfant devait être sacrément têtu. En général, à cet âge-là, le noir les effraie. J'ai rallumé et me suis dirigée vers l'entrepôt. Quand j'ai ouvert la porte, je n'ai vu personne, aucun signe de vie. Je n'entendais pas non plus le bruit qui m'avait fait revenir. J'ai décidé de fouiller un peu pour en trouver la source. J'ai regardé partout où un enfant aurait pu se cacher, afin de m'assurer qu'il n'y avait personne. Puis mes yeux se sont posés sur la boîte de seaux. J'ai senti un frisson parcourir mon échine. Une main dépassait d'un des espaces entre les tiroirs. Enfin, pas toute la main, juste des doigts, agrippés au rebord en bois. J'ai réussi à contrôler ma peur. La main était plutôt petite. Moi qui cherchais un enfant, voilà mon affaire. Je l'ai appelé, lui disant gentiment que la partie de cache-cache était finie. Puis les doigts ont disparu à l'intérieur. J'ai soulevé la boîte, et j'ai senti mes cheveux se dresser sur ma nuque. Il n'y avait personne à l'intérieur. J'étais trop effrayée pour parler. En pilote automatique, j'ai doucement reposé la boîte à sa place. Après avoir éteint à nouveau toutes les lumières, alors que je m'apprêtais à rentrer chez moi, j'ai entendu le bruit d'une boîte en bois se soulever et retomber par terre. Je me suis dépêchée de fermer à clé et je suis partie du centre en courant. Je pense qu'on a tous déjà fait des cauchemars, mais ce que j'ai vécu l'été dernier dépasse toutes les horreurs que mon subconscient aurait pu créer. À l'époque, je vivais dans un appartement à Tokyo. Je ne comprends toujours pas ce qu'il s'est vraiment passé ce soir-là, alors excusez-moi si mon récit vous semble un peu confus. Je me suis réveillée une nuit en entendant des bruits au loin. Au début, j'ai cru que c'était le miaulement d'un chat de gouttière, mais plus j'écoutais, plus ça ressemblait au cri d'un bébé. J'ai tenté de me rendormir, pensant que c'était simplement un enfant du voisinage qui pleurait après s'être réveillé. Seul détail étrange, la voix semblait se rapprocher. L'appartement dans lequel je vivais à l'époque était plutôt vieux, et les murs assez fins. L'isolation phonique n'était vraiment pas bonne, et je pouvais parfois entendre les conversations des voisins. C'est pour ça que je n'ai pas tout de suite eu peur. Je ne pensais pas que les pleurs de bébé pouvaient avoir quoi que ce soit de paranormal.
D'ailleurs, j'étais et je suis toujours quelqu'un de très sceptique. Je me suis retournée pour jeter un coup d'œil à mon réveil. Il était un peu plus de 2 heures du matin. J'ai tenté d'ignorer les bruits pour m'endormir, mais ils résonnaient. C'était comme si la source était toute proche. J'allais encore devoir passer une nuit blanche. Puis l'impossible s'est produit. Le bruit semblait venir de l'intérieur de ma chambre. Je me suis redressée d'un coup. Il y avait un bébé en plein milieu de la pièce. Ça n'avait aucun sens. Il devait y avoir une explication logique. Étais-je en train de rêver? Non, j'étais complètement réveillée. J'en étais sûre. Comment ce bébé avait pu arriver là? Je n'avais pas entendu de bruit fort et la porte était fermée. Peut-être que quelqu'un avait un double ou une clé très similaire et était entré par mégarde. Je ne ressentais pas encore de peur, juste de la surprise. Toujours assise dans mon lit, je fixais ce bébé, remuant désespérément mes méninges pour tenter de comprendre la situation. Puis mes yeux ont été attirés par un mouvement dans l'obscurité du coin de ma chambre. Une femme aux longs cheveux noirs se tenait là, fixant le bébé qui ne cessait de pleurer. Elle devait avoir la trentaine, mais elle semblait si fatiguée, comme si quelque chose l'avait usée physiquement et mentalement. Ses mains étaient noueuses, ses cheveux négligés. Pour ce qui est de son visage, ses joues étaient creusées, ses yeux cernés, et son regard... Je pense que je me souviendrai toujours de son regard. Le blanc de ses yeux était parsemé de vaisseaux sanguins, probablement rendus visibles par le manque de sommeil. Ses iris étaient comme un puits d'un noir abyssal. Elle clignait des yeux de façon anormale, comme si elle devait penser à le faire. Ce n'était pas quelque chose de naturel pour elle. J'ai moi aussi commencé à cligner des yeux, espérant voir la femme disparaître à chaque fois que je les rouvrais. Mais elle restait là, dans le coin de ma chambre, ses yeux fixés sur le bébé. J'ai senti un frisson parcourir mon dos. Je n'avais jamais vécu quelque chose de similaire. Je ne savais pas comment traiter l'information que je recevais. Ça paraissait tellement absurde. Mon cœur battait à la chamade, mais j'ai réussi à rester incroyablement calme. Je me suis décidée à quitter la pièce. Le bébé pleurait toujours. Alors que je m'apprêtais à sortir du lit, la femme s'est approchée de lui, tout doucement, un pas après l'autre. J'étais figée sur place, comme si tous mes membres avaient instantanément été pétrifiés. Elle est arrivée devant l'enfant, mais elle ne l'a pas pris dans ses bras. Ses yeux étaient toujours rivés sur lui, il n'y avait pas la moindre émotion dans son regard. Avant que je ne puisse réagir, elle a fait un pas vers moi, puis un autre. Je crois que je me suis évanouie. Quand j'ai rouvert mes yeux, j'ai entendu les oiseaux chanter, et les rayons du soleil me caressaient le visage. Je me suis demandé si tout cela n'avait été qu'un rêve, ou un cauchemar terriblement réaliste qui était désormais fini. Mais quand je suis sortie de mon lit pour me laver le visage, j'ai trouvé une longue touffe de cheveux noirs au centre de la chambre. Faute de moyens pour déménager, je suis restée vivre pendant des années dans cet appartement, et c'est la première et dernière fois que j'ai vu cette femme et son bébé. Quand j'étais en CM1, ma meilleure amie est morte dans un accident de voiture. Je ne veux pas utiliser son vrai prénom, alors je la surnommerai Alice pour cette histoire. Le jour des funérailles, sa mère s'est approchée de moi, tenant une petite poupée dans ses mains. Elle me l'a tendue, m'expliquant que c'était une poupée qu'Alice avait chérie et me demandant si je la voulais. Quelque chose dans sa voix m'a fait hésiter. Je voyais sur son visage qu'elle tenait vraiment à ce que je prenne cette poupée, probablement en guise de souvenir. Je l'ai prise et observée un instant, et j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait frissonner. Sur le coin de son visage, presque au niveau de la frange, il y avait une petite marque rouge-noire, une tache de sang séché. J'ai vite fait le rapprochement. Alice tenait cette poupée lors de son accident. Je n'étais pas particulièrement superstitieuse, mais je pouvais sentir quelque chose de négatif émaner de la poupée, quelque chose de sombre et d'effrayant qui m'a fait frissonner. J'aurais dû écouter mon instinct et refuser, mais je n'ai pas osé le faire par peur de blesser la mère de mon ami. L'enterrement fini, je suis rentrée chez moi, serrant le petit corps de la poupée dans mes bras.
Ne sachant pas trop quoi en faire, je l'ai rangée dans un tiroir de mon bureau, avec l'intention de la jeter d'ici quelque temps. Même si Alice me manquait, je ne souhaitais pas garder une poupée avec son sang sur le visage. Je n'osais pas non plus la nettoyer. Cette nuit-là, j'ai été réveillée par un bruit étrange. J'ai tendu l'oreille. Mes yeux ont mis quelques secondes à s'adapter à l'obscurité de ma chambre lorsque j'ai regardé dans la direction d'où provenait le bruit. Ça venait de mon bureau, et c'était trop gros pour être un insecte. Un rat peut-être ? On aurait dit que quelque chose grattait le bois du bureau. Puis j'ai compris, et j'ai senti la peur m'envahir. Je ne sais pas si je me suis évanouie, ou si les bruits de grattement n'étaient qu'un rêve. Lorsque je me suis réveillée le lendemain matin, je n'avais aucun souvenir de ce qu'il s'était passé après que j'ai découvert la provenance du bruit. Je me suis extirpée de mon lit, et mon regard s'est posé sur mon bureau. Je n'ai pu retenir un cri. La poupée d'Alice s'y tenait, me fixant de ses yeux froids. Réveillée par le cri, ma mère est entrée en trombe dans ma chambre pour me demander ce qu'il s'était passé. Je lui ai tout dit, le mauvais pressentiment, les grattements de la poupée et son déplacement pendant la nuit. J'avais tellement besoin d'être crue et soutenue, mais elle s'est esclaffée, riant de ma peur qu'elle trouvait ridicule. Et puis, quand bien même ce serait vrai, m'a-t-elle dit, ce serait une dernière visite d'Alice. C'était malpoli de ma part de réagir ainsi et de souhaiter me débarrasser de la dernière trace de mon amie. J'ai insisté, et au bout de quelques minutes d'un échange assez houleux, ma mère a accepté d'éloigner la poupée de ma chambre. Nous l'avons placée dans une boîte avec un cadenas et stockée dans le garage. Cette nuit-là, j'ai tenté de dormir, me retournant encore et encore dans mon lit. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Mon esprit était empli d'inquiétude liée à ma peur de la poupée. Je commençais à me sentir sombrer dans les bras de Morphée lorsque les nuages ont été soufflés par une brise. Traversant mes rideaux, la douce lumière du clair de lune a illuminé ma chambre. J'ai ouvert les yeux et tourné la tête vers la fenêtre. À travers les rideaux, je pouvais voir une petite silhouette sombre se dessiner, une petite silhouette de la taille d'une poupée. L'ombre semblait marcher le long du rebord extérieur de ma fenêtre. Soudain, il m'est revenu à l'esprit que je n'avais pas fermé ma fenêtre. Elle restait entr'ouverte. J'aurais dû me précipiter pour la fermer, mais mon corps était figé sur place, incapable de bouger. Je ne te quitterai jamais. Lorsque j'ai retrouvé mes esprits, le jour s'était levé et mon corps était trempé de sueur. En me levant, j'ai senti quelque chose toucher le bout de mes doigts. La poupée d'Alice était posée à côté de mon oreiller, du sang frais coulait sur son visage. J'ai poussé un cri qui a dû résonner dans tout le quartier. J'étais dans un tel état de détresse que ma mère m'a enfin écoutée et pris au sérieux, voyant bien que la poupée était sortie de la boîte où nous l'avions enfermée à clé. Le lendemain, je me suis rendue à la maison de mon amie pour rendre la poupée à sa mère. J'ai dit à cette dernière que la poupée me rappelait trop sa fille et que je ne pouvais la garder. Elle m'a autorisée à la remettre à sa place, sur une étagère dans la chambre d'Alice. J'ai joint mes mains et prié pour l'esprit de mon amie, pour qu'elle puisse enfin trouver le repos. À cet instant, j'ai aperçu un bout de papier chiffonné par terre, juste sous le lit. J'ai profité d'un instant d'inattention de la mère pour le déplier et lire ce qui était écrit dessus. Je n'aurais jamais dû demander à maman d'acheter cette poupée. Tous les jours, elle me parle. Si je ne suis pas tout le temps avec elle, elle se fâche. Cette poupée est étrange. J'ai tenté de la jeter plusieurs fois, mais elle revient toujours. Elle m'a dit que si je ne m'occupais pas d'elle, elle se vengerait. J'ai peur. Cette poupée me fait de plus en plus peur, mais je ne sais pas à qui me confier. J'ai senti mes mains trembler. C'était l'écriture d'Alice. Du coin de l'œil, j'ai aperçu une silhouette. La mère de mon amie me fixait, avec un regard froid et sinistre que je ne lui connaissais pas. Le jour de l'accident, ma fille était partie avec la poupée pour te l'offrir. C'est toi qui aurais dû mourir. Derrière elle, la poupée était toujours dans l'étagère, ses petits yeux de verre brillant de malveillance. Je suis partie en courant de chez Alice, et je n'y ai plus jamais remis les pieds. Depuis, je fais un détour pour ne pas m'approcher de sa maison, et les poupées me font peur.
Depuis quelque temps, je ne cesse de me faire surprendre par les averses. La veille, la météo m'annonce du soleil, mais le jour même, alors que je rentre de l'université, il se met soudain à pleuvoir. La pluie commence toujours lorsque je suis proche de chez moi. Aujourd'hui, c'est le 7e jour d'affilée que ce phénomène m'accable. Les premiers jours, faisant confiance aux prévisions, je n'ai pas eu le réflexe d'emporter un parapluie, si bien que j'arrivais dans mon appartement trempé jusqu'à l'os. Le 4e jour, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. À chaque averse passagère, j'apercevais toujours la même personne. C'était une petite fille avec un parapluie rouge et des bottes roses qui portait un cartable sur son dos. Lorsque je passais devant elle, la pluie s'arrêtait en quelques secondes. C'était comme si cette écolière attirait la pluie. Aucun autre passant n'avait prévu qu'il pleuvrait, et pourtant elle se tenait là, seule personne avec un parapluie à la main. Le lendemain, j'en ai parlé à mes amis pendant la pause de midi. À ma grande surprise, l'un d'eux m'a dit qu'il n'avait pas plu au cours des derniers jours. Nous habitons pourtant dans le même quartier. Quelque chose ne tournait pas rond. En entrant ce jour-là, j'étais perturbée par ce que je venais d'apprendre. Une fois de plus, à moins d'1 minute de chez moi, il s'est mis à pleuvoir. Cette fois, je n'avais pas fait confiance aux prévisions, alors j'ai dégainé mon parapluie. Il ne me restait plus que 200 mètres à parcourir avant de rentrer. À cet instant, j'ai vu la fille au parapluie rouge de l'autre côté de la rue. Je l'ai suivie des yeux alors qu'elle s'avançait dans ma direction, sautant d'une flaque d'eau à l'autre. « Hey !» Sans même m'en rendre compte, je l'ai interpellée. Elle s'est arrêtée, inclinant légèrement son parapluie pour me regarder. J'ai pu voir son visage pour la première fois. Auparavant, celui-ci était toujours occulté par le rouge du parapluie. Elle était d'une pâleur morbide. Ses grands yeux vitreux semblaient d'autant plus grands que son visage était émacié. « C'est toi qui causes les averses ?» Ces mots sont sortis tout seuls de ma bouche, sans que je ne m'en aperçoive. Les coins de la bouche de la fille se sont soulevés, formant un sourire effrayant, et elle est partie sans dire un mot. En la regardant s'éloigner, j'ai eu le sentiment d'avoir commis une terrible erreur. Ce jour-là, la pluie n'a pas cessé, et même la nuit il pleuvait des cordes. Je terminais un rapport universitaire à rendre le lendemain matin, lorsque j'ai jeté un coup d'œil à l'heure. Il était minuit passé. À peine plus fort que le bruit de la pluie heurtant le sol, des coups ont été frappés à ma porte. Qui pouvait bien me visiter en plein milieu de la nuit? J'ai tenté de les ignorer pendant un moment, mais les coups continuaient. J'ai jeté un coup d'œil à travers le judas de ma porte d'entrée. Il n'y avait personne. J'ai senti mon cœur rater un battement, et une sensation de peur m'a prise à l'estomac. Pour me calmer, je me suis dirigée vers la cuisine afin de me préparer un café pour continuer à travailler. Puis j'ai entendu un autre bruit, comme de l'eau qui ruisselait. Sur mon bureau, une petite flaque d'eau s'était formée. Je me suis dépêchée de retirer mon ordinateur pour éviter tout dommage. Des gouttes d'eau tombaient depuis le plafond, comme s'il y avait une fuite. J'ai posé une tasse sur mon bureau afin de les récupérer, me disant que j'en informerais mon propriétaire une fois le jour levé. J'ai pris une tasse de café et je me suis remise à travailler, installée inconfortablement sur une chaise en plein milieu du studio cette fois. Le bruit de l'eau qui s'écoulait du plafond a eu raison de ma concentration. Frustrée, j'ai levé les yeux au plafond et je suis restée sans voix. La fuite au plafond avait formé une grande tache et sa forme rappelait le visage de la fille que j'avais vue pendant les averses. Les yeux, le nez, la bouche, oui, c'était bien son visage. De ses yeux s'écoulaient les gouttes d'eau qui tombaient sur la table. Alors que je la regardais, sa bouche s'est déformée, produisant une sorte de couinement. « Je t'ai trouvé !» Paniquée, j'ai quitté l'appartement sans rien emporter. Étrangement, il ne pleuvait plus dehors, l'air était sec. « Tu as enfin ouvert la porte !» J'ai entendu une voix toute proche. En me retournant, j'ai aperçu la fille, dont le sourire s'étirait d'une oreille à l'autre. À cet instant, l'averse a repris avec encore plus de force. Cette histoire m'a été racontée par une tante. Quand elle était plus jeune, elle vivait seule dans une petite maison avec un étage. Un matin, elle a sursauté lorsque le bruit de la sonnerie a retenti.
Le réveil était difficile, elle avait fait la fête la veille jusqu'à tard le soir et n'avait aucune envie de se lever tôt. De plus, elle ne recevait jamais personne chez elle, c'était sans doute une erreur. Le visiteur s'est montré insistant, sonnant encore et encore, si bien que ma tante n'a eu d'autre choix que d'aller lui ouvrir, encore à moitié endormie. Devant la porte se tenait un homme en costume cravate. Il a indiqué être un représentant du service de protection de l'enfance et a demandé à ma tante si son enfant était à la maison. Elle l'a regardé avec des yeux ébahis. Elle n'avait pas d'enfant. À vrai dire, elle n'avait même pas de conjoint. Lorsqu'elle lui a fait part de ce détail, l'homme n'a pas insisté et il est reparti. Si ce n'était arrivé qu'une fois, ça aurait pu être une erreur, mais un mois plus tard, le même homme lui a à nouveau rendu visite. Encore une fois, ma tante a indiqué qu'elle n'avait pas d'enfant ni de conjoint. Cette fois-ci, l'homme s'est montré plus insistant, demandant à ma tante si elle n'avait pas d'enfant à charge. Pour régler les choses une bonne fois pour toutes, elle lui a proposé de faire le tour de la maison afin de s'en assurer lui-même. Mal à l'aise, l'homme a répondu « non merci », puis il a fait demi-tour. Jamais 203 comme on dit, et en effet, 2 semaines plus tard, le service de protection de l'enfance a à nouveau envoyé la même personne. Cette fois-ci, l'homme semblait désolé d'importuner ma tante, lui disant qu'il ne souhaitait pas visiter la maison, mais qu'on l'avait envoyé car un nouvel appel avait été passé. Ma tante n'en pouvait plus d'être importunée. Elle lui a demandé les détails de sa visite, se montrant insistante lorsque l'homme a expliqué qu'il ne pouvait les lui donner. Finalement, il a cédé, lui expliquant que depuis quelques mois, des appels rapportaient qu'un garçon d'environ 5 ans restait debout sur le balcon de la maison jusqu'à tard dans la nuit. La porte derrière lui était close, comme si quelqu'un l'avait volontairement enfermé sur le balcon. Ma tante est restée sans voix. Elle n'avait jamais vu ou entendu un enfant chez elle. L'homme s'est excusé, bégayant qu'il devait y avoir une erreur et qu'il était désolé de la déranger. Puis il est parti, l'air horrifié. Ma tante a fermé la porte derrière lui avant de monter à l'étage. Y avait-il un garçon debout sur le balcon, derrière le rideau et la fenêtre? C'était impossible, mais si autant de personnes avaient rapporté l'avoir vu, c'est bien qu'il devait y avoir quelque chose. Elle est sortie sur le balcon avec appréhension. Pas de petit garçon. Soulagée, elle s'est dit que toute cette histoire était ridicule. Alors qu'elle s'apprêtait à retourner dans sa chambre, un rire d'enfant a retenti, résonnant clairement derrière elle. Lorsqu'elle a tourné la tête pour regarder, il n'y avait personne. Elle a ressenti un frisson lui parcourir l'échine, puis elle est partie se réfugier dans le salon. Elle n'a pu déménager que quelques années plus tard, mais pendant tout ce temps, elle n'osait plus mettre les pieds sur le balcon. Même maintenant, pendant la nuit, elle a souvent l'impression que quelque chose l'observe, caché derrière les rideaux. Mayumi est une de mes collègues de bureau. C'est une très jolie jeune femme, avec un physique de mannequin, mais elle est renfermée et sombre. Je n'ai pas l'impression qu'elle s'entende bien avec qui que ce soit au bureau, je ne lui connais pas d'amis, elle semble plutôt isolée. Mayumi a un gros problème d'addiction à son smartphone. Elle passe sa journée avec, elle l'a toujours à la main, que ce soit devant son ordinateur, lors de sa pause, ou même lorsqu'elle va aux toilettes. Lorsqu'elle arrive à son bureau et avant de rentrer chez elle, elle commence toujours par jeter un coup d'œil à son téléphone. Je la vois souvent taper des textos. Malgré sa personnalité peu avenante, peut-être qu'elle a un petit ami. C'est sans doute avec lui qu'elle est en contact toute la journée. Je suis peut-être un peu jalouse d'elle, moi qui viens de rompre. Un jour, nous avons fini assez tard. Il ne restait plus que nous deux dans cette partie du bureau. Quand j'ai levé les yeux, j'ai remarqué que Mayumi tripotait son téléphone. Agacée, je lui ai demandé si ça ne pouvait pas attendre la fin de notre journée de travail. Elle a lentement levé les yeux, me fixant. « Désolée, mais je dois vraiment répondre », s'est-elle contentée de dire. J'ai rétorqué qu'elle pouvait bien attendre quelques dizaines de minutes pour répondre à son petit copain. Mayumi s'est levée d'un coup, l'air nerveuse, puis elle m'a tout raconté. Il y a 2 ans, elle sortait avec un grand amateur d'occultisme et de paranormal qui adorait se rendre dans des lieux hantés. Chaque été,
Il passait quelques jours de congé afin de visiter des endroits anciens dont il avait entendu parler sur des forums ou des blogs traitant de sa passion. 2 ans auparavant, à cette même période de l'année, elle l'avait accompagné jusqu'à un tunnel dans une petite ville. C'était à plusieurs heures en voiture de chez eux, mais d'après lui, ça en valait le coup. Le tunnel était un lieu hanté célèbre dans la région. Selon la rumeur, on pouvait y entendre des voix d'enfants la nuit. Parfois, des cris y résonnaient. Ayumi n'avait aucun intérêt pour tout ce qui touchait au paranormal et aux sciences occultes. Elle n'avait aucune envie de mettre les pieds dans ce tunnel, mais son petit ami avait tellement insisté qu'elle avait fini par accepter. Pourtant, lorsqu'ils se sont approchés du tunnel, elle a senti son sang se glacer et ses cheveux se dresser sur sa nuque. Elle ne voulait pas y aller, c'était hors de question. Elle lui a fait part de sa peur, le suppliant presque de rentrer à la maison. Ils n'avaient pas fait tout ce chemin pour rien, ils y étaient presque, et ça faisait des mois qu'il anticipait cette exploration. Mayumi insistait, refusant catégoriquement de quitter la voiture. S'il tenait tellement à y entrer, il pouvait bien le faire tout seul. Il était alors sorti, claquant la langue pour montrer son mécontentement. Le tunnel n'était qu'à 50 mètres. Après être sorti de la voiture, il lui a dit qu'il serait bientôt de retour. Elle a hoché la tête, lui disant qu'elle l'attendrait. Il s'est engouffré dans le tunnel et l'obscurité qui régnait l'a rapidement englouti. 1 demi-heure s'est écoulée, puis 1 heure, puis 2. Mayumi était de plus en plus inquiète. Il était déjà tard, le soleil ne tarderait pas à se coucher. 3 heures se sont écoulées avant qu'elle ne craque et appelle la police. Accompagnée par quelques policiers, elle s'est approchée du tunnel. À l'intérieur, on pouvait entendre le bruit du vent qui hurlait. Il faisait désormais nuit noire, et le tunnel était comme une bouche béante, engloutissant tout dans une obscurité presque trop dense pour être naturelle. C'était comme un portail vers une autre dimension. Mayumi a senti des frissons lui parcourir le dos. Des renforts ont été appelés et des recherches faites. Impossible de trouver le jeune homme. L'histoire a été classée comme une simple disparition. Le policier avec le plus d'ancienneté s'est décidé à lui parler. Ce tunnel avait longtemps été un lieu de jeu pour les enfants du quartier. Ils se retrouvaient devant le tunnel et y jouaient à cache-cache. Les alentours étaient plutôt ruraux. Il n'y avait pas de centre de jeu ni de parc pour enfants à proximité, alors ils s'amusaient comme ils le pouvaient. Comme ce tunnel avait été interdit d'accès aux voitures depuis plusieurs décennies, les parents ne craignaient pas un potentiel risque de collision. Ils n'étaient pas forcément enthousiastes à l'idée que leurs enfants jouent dans un tunnel abandonné, mais ils ne l'interdisaient pas formellement. De toute façon, les enfants s'y seraient quand même rendus. Un jour, une détonation a retenti. Son origine n'a jamais été précisément déterminée, mais il y avait quelques carcasses de voitures dans le tunnel. Une fuite d'essence, une étincelle. Le policier s'était précipité sur les lieux, mais il n'était pas arrivé à temps. Aucun des enfants dans le tunnel n'a survécu. C'est là que tout a commencé. Chaque fois qu'il passait devant le tunnel, il entendait des voix d'enfants. Tout avait été si rapide. Peut-être qu'ils n'avaient pas eu le temps de réaliser ce qui leur était arrivé, et leurs esprits étaient restés joués dans l'obscurité du tunnel. Ils recevaient assez peu de visites. Peut-être avait-il emporté le petit ami de Mayumi avec eux. Elle a laissé un long soupir s'échapper avant de continuer son récit. Juste après sa disparition, elle avait reçu un SMS. L'expéditeur n'était autre que son petit ami. Elle lui avait répondu avec un grand soulagement, lui demandant s'il était en sécurité. La réponse était brève. « Viens me rejoindre ». Au début, elle pensait qu'il plaisantait, mais elle a commencé à recevoir le même message plusieurs fois par jour. Lorsqu'elle ne répondait pas, il se faisait plus insistant. Elle m'a confié qu'elle pouvait le sentir se rapprocher. C'était totalement absurde, mais ça semblait réellement la préoccuper. Chaque seconde de retard dans sa réponse était un pas de plus qu'il parcourait afin de la ramener dans le gouffre du tunnel. C'est pour ça qu'elle semblait si sombre, si renfermée. Toute la journée, elle recevait sans cesse des SMS, qu'elle soit en train de travailler, de manger ou aux toilettes. Elle avait toujours cette impression qu'il viendrait la chercher. C'est pour ça qu'elle ne pouvait lâcher son téléphone. Ce dernier a émis un bip de notification, et Mayumi s'est empressée de se rasseoir à son bureau afin de répondre. Je n'ai plus eu l'occasion de parler avec elle depuis, mais j'ai remarqué quelque chose. Je n'ai jamais vu Mayumi cligner des yeux.
Quand j'étais au collège, de nombreuses rumeurs circulaient sur une fille qui aurait mis fin à ses jours dans l'enceinte de l'école. C'était un mensonge, bien sûr. En tout cas, je n'ai trouvé aucune preuve attestant de la véracité de cette histoire. Je me suis dit que ces rumeurs étaient l'œuvre d'une élève avec un peu trop d'imagination. Cette personne avait dû lire ou voir quelque chose de similaire dans un film ou un livre, et ne sachant pas ou ne voulant pas séparer la réalité de la fiction, elle avait répandu la rumeur. Je pensais que tout le monde était du même avis que moi, et pourtant, je voyais les récits sur ce fantôme s'étoffer, de nombreux détails s'ajoutant au fur et à mesure que l'histoire circulait. Je pense que c'est en partie lié au fait que nous étions une école de campagne. Il n'y avait pas grand-chose à faire, rien d'intéressant à des kilomètres à la ronde vu qu'on habitait au milieu de nulle part. Je suppose que la rumeur a apporté un peu d'intérêt à notre quotidien. J'ai entendu dire qu'elle apparaît dans les toilettes des filles au 2e étage de l'aile ouest du bâtiment. Je l'ai aperçue derrière le gymnase. J'ai entendu dire que le fantôme fait partie de la promotion de 1927. Chacun y allait de son petit commentaire, ajoutant sa pierre au mur, formant une image concrète du fantôme et de ses habitudes. J'ai moi-même rajouté quelque chose. Oh, c'était stupide. J'ai dit qu'il suffisait de verser un peu de calpi, une boisson assez en vogue à l'époque, sur le fantôme ou près de nous pour ne pas être possédé. Je n'y croyais pas, bien sûr, mais quand j'ai vu des amis commencer à verser un peu de cette boisson lorsqu'ils allaient aux toilettes, j'ai moi aussi commencé à le faire, par mimétisme, pour ne pas me sentir exclue. Puis il y a eu des victimes. Je n'y ai pas cru. Il est impossible de se faire attaquer par quelque chose qui n'existe pas. La première était une fille de ma classe. Elle est entrée dans la salle en courant, totalement paniquée. Des larmes lui montaient aux yeux. Puis elle s'est mise à pleurer franchement, nous racontant que le fantôme lui avait tiré les cheveux alors qu'elle passait dans les fameuses toilettes du 2e étage. J'ai retenu un rire et je lui ai dit « Tu as des cheveux très longs, tu es sûre qu'ils ne se sont pas coincés quelque part ?» Je m'attendais à ce que les autres élèves réagissent de façon similaire, mais à ma grande surprise, ils sont tous allés dans son sens, la plaignant, la rassurant, affichant même des airs inquiets. Après cet incident, plusieurs victimes se sont manifestées. Même un des garçons qui se moquait de la rumeur quelques semaines auparavant est venu nous dire qu'il avait été attaqué. Ce que le fantôme faisait variait d'une personne à l'autre. Il déchirait une jupe, baissait un pantalon, frappait et éclaboussait. Puis au bout de quelques semaines, je me suis retrouvée à être l'une des seules à ne rien avoir à raconter. Je n'avais pas vu le bout du nez de ce fantôme, et je me suis presque sentie mise à l'écart. Quelques mois plus tard, une fille dont j'étais proche en primaire est venue me rendre visite. Nous étions dans des classes différentes au collège. Elle a commencé à me raconter son histoire. Elle aussi aurait été victime du fantôme d'après ses dires. Mais ce qui rend son témoignage intéressant, c'est qu'après m'avoir décrit entre deux sanglots ce que lui avait fait le fantôme, elle m'a expliqué comment elle avait inventé et lancé la rumeur en début d'année scolaire. Tout partait d'un livre chez elle, qu'elle avait utilisé comme principale inspiration pour créer son fantôme. Elle l'avait fait par ennui, espérant que cette rumeur rendrait nos vies de collégiens plus intéressantes. Enfin, ce que je pensais depuis le début se confirmait. C'était tout de même drôle que cette histoire de fantôme revienne arroser celle qui l'avait plantée et nourrie. Je n'ai malheureusement pas pu observer plus amplement comment les choses ont évolué, car l'année suivante, je suis partie dans un lycée de la grande ville la plus proche. À part quelques élèves voulant se rendre intéressants, la plupart des victimes du prétendu fantôme semblaient sincères dans leur récit. Elles semblaient vraiment y croire. Je suppose que mon ancien collège a été touché par une psychose de groupe. L'imagination humaine est beaucoup plus puissante qu'on ne le croit. Quand j'étais petite, il y avait une montagne derrière ma maison. Je pouvais la voir depuis la fenêtre de ma chambre au 2e étage, et j'avais aussi vu sur le petit chemin qui y menait. À l'époque, j'avais besoin d'un bruit de fond pour faire mes devoirs, ça m'aidait à me concentrer. J'étudiais jusqu'à tard le soir, en écoutant la radio à bas volume pour ne pas réveiller ma famille. Un jour, j'ai entendu un son différent, un bruit qui ne venait pas de la radio. Curieuse, j'ai baissé le son et écouté attentivement. On aurait dit un bruit de pas, des pas descendant la montagne par le petit chemin, et un bruit d'enfant qui parle. Je me suis dit que c'était impossible, qu'aucun parent ne laisserait ses enfants descendre la montagne si tard. J'ai mis le son de la radio en sourdine pour me concentrer sur les bruits. C'était en effet le bruit de cailloux glissant sur le chemin sous les pas de personnes qui marchaient.
Je pouvais entendre 2 enfants parler, sans pour autant discerner clairement ce qu'ils disaient. Je les ai écoutés pendant quelques minutes, mais je ne les ai pas vus. Depuis le temps, ils auraient dû descendre de la montagne et s'approcher de notre maison. Je ne parvenais pas non plus à comprendre leur conversation. Petit à petit, les bruits se sont estompés et la nuit s'est replongée dans le silence. J'en ai parlé à mon père le lendemain. Il m'a expliqué qu'au siècle dernier, lors d'épidémies comme celle de la tuberculose, des petites cabanes avaient été construites dans la montagne afin d'y parquer les malades. Ils y étaient mis en quarantaine afin de protéger le reste de la population. Malheureusement, ils n'avaient pas accès à des soins appropriés. Beaucoup mouraient dans ces cabanes, notamment des enfants. Peut-être que leurs esprits avaient tenté de descendre la montagne afin de rentrer chez eux. Je ne me souviens plus exactement quel âge j'avais quand ça s'est produit, mais c'était une de mes premières années de primaire. Ce jour-là, je jouais au baseball avec quelques amis sur un terrain proche de mon école. Tous les enfants du quartier venaient jouer ici. Il était entouré d'une zone boisée que la densité de feuillage rendait assez sombre, même en plein jour. Vers la fin de l'après-midi, j'ai eu une drôle de sensation. J'avais l'impression d'être observé, que quelque chose ou quelqu'un me fixait. En regardant autour de moi, j'ai pu voir quelque chose au loin. C'était une fille d'à peu près notre âge cachée derrière un arbre. Son regard était rivé sur nous. Seule la moitié de son visage était visible. Je me suis dit qu'elle voulait peut-être jouer avec nous, alors j'en ai parlé à mes amis pour les convaincre de l'inviter à nous rejoindre. « Hé, tu viens jouer avec nous ?» Pas de réponse, et elle s'est cachée derrière l'arbre. Je me suis dit qu'elle était peut-être timide. Avec mes amis, on s'est dirigé vers le bois pour aller lui parler. Après nous être approchés d'elle, j'ai réitéré mon invitation. Elle continuait de nous fixer, mais elle a fait quelques pas en arrière, disparaissant dans l'ombre de l'arbre. Un de mes amis a couru vers l'endroit où elle se tenait quelques secondes auparavant. Il a regardé autour de lui, avec une expression de surprise sur son visage. Elle avait disparu. On a tous cherché dans les buissons et derrière les arbres aux alentours, sans succès. Puis, l'un de mes amis a dit l'avoir aperçue. Il a pointé son doigt vers un point dans la forêt, vers lequel nous nous sommes mis à courir. Elle était bien là, cachée derrière un autre arbre, jetant un coup d'œil dans notre direction. Comme la première fois, je ne pouvais voir que la moitié de son visage. C'était comme si elle s'était téléportée. Elle n'avait fait aucun bruit en se déplaçant d'un endroit à l'autre. À nouveau, un de mes amis s'est approché de sa cachette. Elle s'est reculée, puis a disparu. On l'a pris comme une sorte de jeu. À cet âge-là, on n'avait pas vraiment conscience du danger et de la bizarrerie de la situation. Le même manège s'est répété plusieurs fois, et on l'a suivi, en s'enfonçant chaque fois un peu plus dans les bois. Petit à petit, une sorte de malaise s'est installé, et nous nous sommes rendus compte que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'on a vu la luminosité décliner avec la fin de l'après-midi, on s'est dit qu'il était temps de rentrer avant que le ciel ne s'obscurcisse trop, et on a pris le chemin du retour. Alors qu'on marchait, on a eu une discussion sur ce qui venait de se passer, et on a réalisé que quelque chose ne tournait pas rond. Alors qu'on venait de sortir de la zone boisée, un de mes amis s'est mis à crier, pointant quelque chose derrière nous. On a tous tourné nos têtes pour voir ce qui semblait l'inquiéter, et je pense qu'on a tous vu la même chose. La moitié du visage de la fille dépassait d'un pôle de ligne aérienne. C'était terrifiant, et on s'est mis à courir. Je n'ai aucune explication rationnelle pour ce qui s'est passé ensuite. Le visage de la fille est apparu derrière un poteau juste en face de nous. Dans la panique, on s'est séparés. Chacun a pris ses jambes à son cou pour rentrer chez lui. Après être arrivé chez moi, je me suis caché dans un placard dans lequel je me suis recroquevillé en pleurant. Je n'en suis sorti que lorsque mes parents sont rentrés et ont ouvert la porte du placard après avoir entendu mes sanglots. Depuis, je n'ai plus jamais revu cette fille. Peut-être qu'elle voulait juste jouer. Mais si c'est le cas, pourquoi seule la moitié de son visage était visible ? Quand j'étais enfant, mes parents louaient chaque été le chalet d'un membre de notre famille. Ce dont je vais vous parler s'est passé pendant les vacances d'été juste avant mon entrée au collège. À peine les cours terminés, mes parents s'étaient empressés de faire les valises pour rejoindre notre destination habituelle. C'était un endroit idéal pour profiter de la nature en pleine montagne, sans personne autour et sans électricité. Au bout de quelques jours, mes parents, qui adorent le karaoké, voulaient passer une soirée à chanter ensemble. Nous sommes donc descendus dans un restaurant karaoké plus bas dans la montagne. C'était un endroit assez isolé, mais pas mal de monde s'y rendait, car c'était le seul établissement dans son genre dans les environs. Au bout de 2 heures, j'ai commencé à me lasser. Il était déjà 11 heures et je devais lutter contre le sommeil. Mes yeux se fermaient tout seuls.
Lorsqu'il s'en est aperçu, mon père m'a suggéré d'aller dormir dans la voiture, en passant les clés. Je me suis dirigée vers le parking, contente de pouvoir enfin rester seule pour dormir. Pourtant, une fois installée aussi confortablement que possible sur mon siège, le sommeil ne venait pas. Par ennui, j'ai pris la lampe de poche dans une des poches arrière d'un siège et je l'ai allumée. J'ai éclairé les alentours et remarqué une silhouette dans une des voitures garées à côté de la nôtre. On m'avait toujours dit qu'il était mal poli d'éclairer les gens, alors j'ai éteint la lampe et j'ai posé la tête contre le siège devant moi. J'ai fait mine de dormir tandis que j'observais la voiture d'à côté. Il y avait bien une personne, mais elle semblait me tourner le dos. Je ne pouvais distinguer son visage. Elle ne bougeait pas. De loin, on aurait pu croire que c'était juste un grand sac ou quelque chose de similaire posé sur le siège. Je me suis sentie très mal à l'aise. Moi qui voulais être seule, je préférais retourner écouter mes parents chanter faux plutôt que de rester dans un parking vide avec un inconnu. Alors que je m'apprêtais à sortir de la voiture par la porte opposée, la personne a commencé à bouger, tournant lentement sa tête vers moi. J'ai senti un frisson me parcourir le corps, et j'ai tenté de bouger, mais j'étais figée sur place, incapable d'esquisser le moindre mouvement. Mes yeux s'étaient habitués à l'obscurité. Je pouvais désormais clairement distinguer les traits de la personne en face de moi. Elle continuait à retourner sa tête, si lentement que ça en devenait insupportable. Quand son visage est devenu visible, j'ai senti mon sang se figer. Il était totalement défiguré, couvert de cicatrices et bariolé de marques pourpres et rougeâtres. La peau avait été tellement endommagée qu'il était difficile de distinguer le nez, les yeux et la bouche au milieu des cicatrices et de la peau fondue. Toujours incapable de lever ne serait-ce qu'un doigt, j'ai fermé les yeux de toutes mes forces, espérant que ce n'était qu'un mauvais rêve duquel je pouvais me réveiller à tout instant. Au bout de quelques minutes, j'ai ouvert les yeux. La personne se tenait là, son visage collé contre la fenêtre la plus proche de mon siège, son seul œil encore fonctionnel fixé sur moi. « Je vous déteste tous !» Ces mots ont directement résonné dans ma tête. Je n'ai aucun souvenir de ce qu'il s'est passé après. J'ai dû m'évanouir, car mon père m'a secoué pour me réveiller. Lorsque je lui ai parlé de ce que je venais de voir, il ne m'a pas cru, pensant sans doute que c'était un cauchemar. Voyant mon état de panique, ma mère est retournée dans le restaurant pour signaler la présence d'une personne suspecte dans le parking. Quelques minutes plus tard, elle en est ressortie accompagnée du gérant qui m'a demandé à quoi ressemblait l'individu signalé. J'ai donné une description aussi précise que possible, n'omettant aucun détail me revenant à l'esprit. Tandis que je parlais, j'ai vu les yeux du gérant se troubler, comme s'il retenait des larmes. D'une voix tremblante, il nous a expliqué que sa fille avait longtemps été victime de harcèlement scolaire. Elle n'en avait jamais parlé à sa famille, subissant en silence, jusqu'au jour où elle s'était immolée dans le parking. Presque 2 décennies se sont écoulées depuis, et je suis devenue prof. Je fais très attention à n'importe quel signe pouvant indiquer qu'un de mes élèves se fait harceler. Je n'ai plus jamais remis les pieds dans un karaoké et les parkings me font peur. Je vais vous parler de quelque chose que j'ai vécu l'année dernière, vers le milieu du mois de juin. À l'époque, je venais d'acheter une moto et je profitais de mon temps libre pour visiter de nouveaux endroits. Ce soir-là, je me suis éloignée un peu plus que je n'aurais dû, sous-estimant le trajet. Il était minuit passé quand j'entamais le chemin du retour. Alors que je me dirigeais vers mon logement sur une route avec peu de trafic, la voiture juste devant moi a brutalement freiné, faisant une embardée avant de heurter la glissière de sécurité. C'était la première fois que j'assistais à un accident. J'ai pu freiner à temps, mais j'étais un peu sonnée. J'ai laissé ma moto sur le côté et je me suis précipitée vers la voiture. En regardant par l'une des fenêtres à l'avant, j'ai aperçu la conductrice. Ses mains étaient crispées sur le volant. Elle baissait la tête, tremblante. C'était mauvais signe. « Ça va, madame? Rien de cassé ?» Pas de réponse. Ne sachant pas quoi faire de plus, j'ai appelé la police et j'ai reçu une réponse rapidement. On m'a promis d'envoyer quelqu'un. Pendant que je les attendais, j'ai demandé plusieurs fois à la femme comment elle allait. Au bout de quelques minutes, elle s'est enfin redressée pour sortir de la voiture. Elle ne semblait pas blessée, mais elle était pâle comme un linge et marmonnait quelque chose d'inaudible. Je me suis rapprochée d'elle,
lui demandant ce qui n'allait pas, mais elle continuait à répéter la même chose à voix basse. C'était comme si elle ne me voyait pas. J'ai avancé ma tête pour approcher mon oreille afin de mieux l'entendre. « J'ai écrasé un enfant. J'ai écrasé un enfant. J'ai écrasé un enfant. » Elle répétait cette chose totalement absurde encore et encore. J'avais vu la route devant elle au moment de son accident, et il n'y avait pas d'enfant. D'ailleurs, nous étions seuls sur la route lorsqu'elle avait freiné. Je me suis empressée d'inspecter les environs, mais je n'ai trouvé aucun enfant. À vrai dire, je n'ai vu personne d'autre. Une voiture de police est arrivée et 2 officiers en sont sortis. Je leur ai expliqué la situation. Ils se sont mis à chercher l'enfant, mais eux non plus ne l'ont pas vu. Comme la conductrice n'était toujours pas en état de parler de façon cohérente, on m'a interrogée en premier, et beaucoup de questions m'ont été posées. Je leur ai donné tous les détails que je connaissais, leur expliquant que j'avais seulement vu la voiture heurter la glissière et que je n'avais vu personne sur la route. Lorsque la conductrice s'est calmée, elle a enfin pu répondre à leurs questions. Sa voix tremblait lorsqu'elle leur a expliqué qu'un enfant avait couru devant sa voiture et qu'elle n'avait pas eu le temps de freiner, le percutant. L'enfant restait introuvable. L'un des agents est retourné vers sa voiture et a commencé à parler à la radio, tandis que l'autre vérifiait que la femme n'était pas blessée, lui posant des questions pour s'assurer que le choc n'avait pas provoqué de dégâts internes. Soudain, le regard de la conductrice a croisé le rétroviseur de sa voiture et elle a poussé un cri. J'ai suivi son regard. J'étais la personne la plus proche du miroir et je pouvais m'y voir clairement. Derrière moi, on pouvait voir la femme et le policier, assis sur l'accotement, et juste derrière eux, il y avait un enfant. C'était un petit garçon d'environ 5 ou 6 ans, habillé comme un élève d'une de ces écoles maternelles un peu cotées. Il nous regardait à travers le miroir, son visage dépourvu de toute expression. Le policier avait eu le même réflexe. Nous nous sommes retournés en même temps pour regarder l'enfant, mais il n'y avait personne. Nous n'étions que 4 sur cette route. La femme était dans un état de panique tel qu'elle en tremblait. C'était comme si quelque chose s'était brisé dans son esprit. Les policiers ont appelé une ambulance pour l'emmener à l'hôpital le plus proche. Ils m'ont demandé mon numéro au cas où ils auraient besoin d'informations supplémentaires sur ce qu'il s'était passé. Le policier qui avait vu l'enfant était particulièrement pâle. Il m'a conseillé d'oublier tout ce qu'il s'était passé, qu'il s'en chargerait et que ce n'était rien de grave. Je n'ai plus été recontactée par la police, et je n'ai aucune information sur l'état de santé de la conductrice. Cette expérience m'a profondément marquée, et j'ai fini par accepter que je ne saurais jamais ce qu'il s'était passé ce jour-là. Quand j'étais en CM2, je passais mes soirées en cours préparatoire. Ça va peut-être vous paraître absurde, mais beaucoup d'enfants et d'adolescents japonais suivent une double scolarité. Ils vont à l'école le jour, puis suivent une formation plus poussée dans des classes qui les préparent à passer différents concours afin d'entrer dans de bons établissements. 2 fois par semaine, je prenais des cours du soir de 19 à 22 heures dans la ville voisine. Pour y aller, je devais traverser une ligne de train de marchandises qui séparait les 2 villes. Pour cela, j'empruntais un passage à niveau. Les trains passaient assez rarement. Parfois, on n'en voyait pas pendant plusieurs jours. Le passage était la plupart du temps vide, et la signalisation n'avait jamais eu de problème. Un jour, je me dépêchais de rentrer à vélo chez moi après les cours du soir, quand la sonnerie du passage à niveau a retenti. La barrière s'est abaissée devant moi, et je n'ai eu d'autre choix que d'attendre. Pourtant, il n'y avait pas de train en vue. J'ai attendu un certain temps, probablement 2 ou 3 minutes. De l'autre côté du passage, j'ai aperçu une petite fille qui se tenait seule derrière la barrière. Elle portait une robe rouge vif, ainsi qu'un sac jaune. Elle m'a paru très jeune, on aurait dit une élève de maternelle. Sa tête était penchée en avant, et je ne pouvais distinguer ses traits qui étaient cachés par ses nattes. J'étais quelque peu surprise de voir une petite fille seule à une telle heure, mais je n'y ai pas prêté plus attention que ça, pensant que ses parents étaient sans doute dans les environs. Quelques minutes de plus se sont écoulées. Le train ne passait toujours pas, et le ciel déjà noir rendait toute cette scène quelque peu lugubre. La sonnerie sonnait toujours, jouant avec mes nerfs. Que se passait-il? Est-ce qu'il y avait un problème de signalisation? Je commençais à m'agacer, pressée de rentrer chez moi. Puis j'ai remarqué quelque chose. D'habitude, à cette heure-ci, il y avait encore un peu d'activité dans la ville, des passants, des voitures, mais à cet instant, les environs étaient vides. Il semblait n'y avoir pas un chat à des kilomètres à la ronde, à l'exception de cette petite fille. J'ai senti ma gorge se nouer. Quelque chose n'allait pas. J'étais incapable de mettre le doigt dessus,
mais je pouvais sentir une certaine angoisse me gagner. Le ciel venait de se couvrir, les nuages qui cachaient la lune abaissaient encore la luminosité, qui n'était désormais assurée que par quelques lampadaires et par les lumières dans les maisons aux alentours. C'était un quartier résidentiel, et pourtant, les lumières émanant des fenêtres semblaient assez faibles par rapport à d'habitude. Ce n'était peut-être qu'un jeu de mon esprit inquiet, mais les 2 lampadaires situés au-dessus de nous étaient étrangement lumineux, comme des projecteurs nous faisant sortir de l'obscurité nous entourant. C'était comme si nous étions les seules personnes au monde. J'ai à nouveau regardé autour de moi, essayant de briser cette sensation désagréable. Lorsque mes yeux se sont à nouveau posés de l'autre côté de la barrière, la fillette avait disparu. Sur le moment, je me suis dit qu'elle était partie rejoindre ses parents. La sonnerie résonnait toujours. Je me sentais affreusement seule, comme abandonnée. Un frisson m'a parcouru le dos. De lugubre, l'ambiance était devenue sinistre. Aucun train ne passait, et aux alentours, plus aucune trace de vie humaine. J'ai senti une irrépressible envie de traverser, de passer sous la barrière et courir pour rentrer chez moi. Alors que je tentais de faire passer mon vélo, j'ai aperçu la petite fille. Elle se tenait debout en plein milieu de la voie. Nos regards se sont croisés. L'as clair de son œil était rouge sang. Sous ses vêtements qui étaient à présent déchirés, son corps semblait avoir été aplati à certains endroits, presque découpé, comme écrasé par quelque chose de lourd. « Qu'est-ce que tu attends pour traverser ?» m'a-t-elle demandé. Je me suis éloignée de la barrière en criant, incapable de contenir ma peur. J'ai fermé les yeux et tourné ma tête pour ne plus voir cette scène horrible. Un bruit de train qui passe s'est ajouté à la sonnerie. Quelques secondes plus tard, lorsque je les ai rouverts, la barrière venait de se relever et le train s'éloignait. Le bruit de la sonnerie s'est arrêté, pour être remplacé par celui des voitures et des habitants de ce quartier qui vaquaient à leurs occupations habituelles. La fille avait disparu. J'ai eu beau la chercher du regard, je ne la trouvais pas. J'ai traversé le passage à niveau, sautant sur mon vélo pour rentrer chez moi au plus vite. Le lendemain, j'ai pu voir des fleurs et des cadeaux posés à côté de la barrière. Quelques années plus tard, j'ai appris qu'à cette date, 10 ans auparavant, le corps d'une petite fille avait été retrouvé sur la voie. Il va sans dire que j'évite soigneusement de traverser ce passage à niveau depuis, quitte à prendre un chemin plus long. Ça s'est passé pendant les vacances d'été, juste après la 6e. Chaque été, je restais quelques jours avec mes parents et ma sœur aînée dans la maison d'un oncle qui vivait à la campagne. Mais cette année-là, ma sœur a eu un accident de voiture et ma mère est restée pour s'occuper d'elle. Alors mon père et moi sommes partis seuls. Lorsque nous sommes arrivés, je ne voulais pas être avec mon père ou les autres membres de la famille parce que j'étais dans ma phase rebelle. Alors je me suis promenée seule dans le quartier jusqu'à l'heure du dîner. Comme je venais ici tous les ans depuis l'école primaire, je connaissais bien le quartier, et mes parents me faisaient suffisamment confiance pour me laisser sortir sans être accompagnée. Il y avait pourtant un endroit qui m'était interdit. Pas qu'à moi d'ailleurs, aucun enfant n'était censé se rendre à l'un des sanctuaires du village. Ce sanctuaire a un nom, mais pour ne pas donner la localisation exacte, je l'appellerai sanctuaire A. Le sanctuaire A existe depuis très longtemps, mais je ne m'y étais jamais rendue. Quand je demandais à mon père pourquoi les enfants ne devaient pas s'en approcher, il n'avait jamais de réponse vraiment rationnelle à m'apporter. Il se contentait de me dire que c'était interdit. Pendant ma promenade, j'ai croisé Nico, qui m'a demandé ce que je comptais faire pendant mon séjour. Nico était une fille qui vivait près de la maison, et comme nous avions à peu près le même âge, c'était avec elle que je jouais toujours quand je restais chez mon oncle. Quand je lui ai parlé du sanctuaire A, elle a décidé de réunir les enfants du quartier pour faire un kimo-dameshi. Le kimo-dameshi est une activité assez commune au Japon, qui consiste à explorer un endroit effrayant ou interdit pour prouver son courage. À 23h ce soir-là, je me suis faufilée hors de la maison pour me rendre au point de rencontre. J'ai croisé d'autres connaissances. Je préfère ne pas donner leurs prénoms, alors nous les appellerons Paul, Pierre et Jeanne, la petite sœur de ce dernier. Tous souhaitaient visiter le sanctuaire A depuis longtemps, et ils avaient sauté sur l'occasion. Ce dernier se trouve à environ 20 minutes de marche du village, en direction des montagnes, non loin de la maison de Pierre et de sa petite sœur. Comme il était interdit de nous y rendre, aucun de nous ne connaissait la localisation exacte,
mais nous avions tous différents éléments de repérage qui nous ont permis de le trouver. Afin de ne pas risquer d'être découverte par des adultes, j'ai décidé de rentrer dès que j'aurais vu le sanctuaire. Sur le chemin, j'ai senti mon cœur battre plus fort. J'avais un peu peur, mais je me suis dit que je n'étais pas seule et qu'à plusieurs, on chasserait sans doute tout fantôme qui s'y cachait. Je me suis aussi dit que si les adultes nous interdisaient d'y aller, c'était sans doute parce que les montagnes n'étaient pas sûres pour des enfants seuls. Lorsque nous sommes finalement arrivés à ce que nous pensions être le sanctuaire, j'ai senti une sueur froide me couler dans le dos. Les autres n'en menaient pas large, je sentais bien l'inquiétude dans leur silence et le ralentissement de leurs pas. La porte était sale, tout avait été laissé à l'abandon. Autour de nous, les bruits habituels des insectes et des oiseaux de nuit avaient laissé place à un silence angoissant. Cet endroit avait vraiment quelque chose d'inhabituel. J'ai songé à rentrer, mais Nico et Paul continuaient d'avancer. Si je ne voulais pas passer pour une poule mouillée, je n'avais d'autre choix que de les suivre. Le sanctuaire était assez petit, et une fois la porte torrée passée, on pouvait voir une petite bâtisse à quelques mètres. « C'est tout ? C'est juste ça le sanctuaire ?» s'exclama Nico d'un air déçu. Paul lui répondit que ça ne faisait pas peur du tout. Peu rassuré, Pierre demanda à rentrer à la maison, et sa petite sœur ajouta que nos parents risquaient d'être en colère. J'allais insister pour qu'on rentre tous, quand Paul a ouvert la porte du sanctuaire. Ça s'est passé tellement rapidement, nous n'avons pas eu le temps de l'arrêter. Après avoir jeté un coup d'œil à l'intérieur, il a commencé à haleter, avant de s'effondrer à bout de souffle. Son corps se roulait d'un côté à l'autre, comme un poisson hors de l'eau tentant désespérément de respirer. Nous n'y comprenons rien, il s'est mis à gémir, se grattant la gorge au point de la faire saigner, jusqu'à ne pouvoir émettre qu'une sorte de gargouillement. On est tous restés figés là sans savoir comment réagir, jusqu'à ce que Jeanne sorte de sa torpeur et nous dise qu'elle allait chercher sa grand-mère. Son grand frère l'a suivie, c'était trop dangereux pour qu'elle y aille seule. Horrifiés, Nico et moi avons fait de notre mieux pour empêcher Paul de s'arracher la peau de la gorge. Il avait 2 ans de moins que moi et était plutôt frêle, mais ce soir, il semblait doté d'une force inhabituelle, si bien que nous avons eu toutes les peines du monde pour le retenir. Après une bonne dizaine de minutes, j'ai entendu des bruits de pas se rapprocher. C'étaient les 2 enfants et leurs grands-parents qui couraient vers nous. Dès que le grand-père a vu la gorge saignante de mon ami, il s'est exclamé « Nodogami-sama ». Il a demandé à son petit-fils d'aller voir le chef du village pour qu'il appelle Madame O. Il s'est ensuite tourné vers moi et Nico, nous demandant de rentrer chez nous. Je dois vous avouer que ma peur face à la situation dépassait mon inquiétude pour mon ami. De toute façon, je ne pouvais rien faire de plus, alors j'ai suivi le conseil et je suis rentrée chez moi. Quand je suis arrivée, mon père était déjà au courant et très en colère. Après m'avoir fait la leçon sur pourquoi je devais lui obéir, il s'est adouci et a admis qu'ils auraient dû mieux m'expliquer pourquoi le sanctuaire était interdit aux enfants. D'après lui, mon ami avait été mordu par Nodogami-sama, mais il s'en remettrait vite car Madame O s'occuperait de lui. Quand je lui ai demandé qui était Nodogami-sama, il m'a conté une légende assez ancienne du village. Il y a longtemps, un père et son fils avaient été victimes de discrimination. Ne trouvant pas d'emploi, le père ne pouvait subvenir à leurs besoins. Il en était venu à mendier, mais personne ne s'arrêtait pour lui donner un peu de monnaie ou de nourriture, si bien que les 2 mouraient de faim. Dans son dernier souffle, l'enfant s'était écrié « Je vais tous leur mordre la gorge, je les rendrai tous incapables de manger quoi que ce soit, afin qu'ils connaissent ma douleur. » La malédiction frappa tout le village, et l'un après l'autre, les enfants se grattèrent la gorge, vomissant du sang jusqu'à en mourir. Un prêtre bouddhiste itinérant purifia les restes et scella toute trace de l'incident dans le sanctuaire, contenant ainsi la malédiction. Depuis, le sanctuaire avait été interdit aux enfants. À chaque fois que cet interdit était bravé, l'enfant se grattait la gorge et s'étouffait. Madame O était une très vieille dame de la lignée du prêtre qui avait scellé Nodogami-sama dans le sanctuaire, et la seule personne encore capable de sauver un enfant touché par la malédiction. J'étais tellement inquiète pour mon ami, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le lendemain matin, quelqu'un est venu frapper à la porte. Quand mon père a ouvert,
il s'est retrouvé nez à nez avec Madame O, qui était venue nous donner des nouvelles. Elle nous a rassurés, nous disant que l'enfant était tiré d'affaire, qu'il avait cessé de se gratter la gorge avant d'être emmené à l'hôpital. Avec beaucoup de repos, il se remettrait rapidement. Elle m'a fait promettre de ne plus m'approcher du sanctuaire avant l'âge adulte, puis elle est partie. Depuis, je n'ai presque plus remis les pieds dans ce village. J'y passe parfois 1 ou 2 jours pour voir mon oncle et ma tante, mais je ne reste pas plus longtemps. J'ai appris que les adultes du village se relaient pour surveiller le sanctuaire, afin de s'assurer qu'aucun enfant ne s'en approche. Mon ami s'est remis de ses blessures, mais il a quitté le village pour étudier dans un pensionnat éloigné dès qu'il a pu le faire, et il n'y a plus jamais remis les pieds. Il y a quelques années, je suis rentrée chez mes parents pendant ma grossesse. Je voulais un accouchement à domicile et c'était un peu compliqué à mettre en place dans l'appartement que je partageais avec mon mari. Mes parents possédaient une grande maison à 2 étages qui se transmettait depuis plusieurs générations dans ma famille paternelle. Ils s'y sentaient un peu seuls depuis que ma sœur et moi les avions quittés pour voler de nos propres ailes. Je suis retournée vers le milieu du 2e trimestre et je comptais y rester jusqu'à m'être remise de l'accouchement. La chambre de mes parents est au 1er étage et ils m'ont installée dans une pièce vide du 2e étage. Je me souviens d'un soir du dernier trimestre de ma grossesse. Mon ventre avait considérablement grossi et je pouvais sentir le bébé bouger de temps en temps. Ce soir-là, je n'ai pas réussi à bien dormir. Mon corps me faisait mal et j'avais beau fermer les yeux, le sommeil ne venait pas. J'ai entendu un bruit de pas, comme si quelqu'un courait. Ça venait d'en haut. Au début, j'étais tellement fatiguée que je n'y ai pas prêté attention. Puis, comme le bruit ne s'arrêtait pas, j'ai tendu l'oreille. Ça alors, la maison ne comportait que 2 étages et ma chambre était au 2e. Il n'y avait pas d'étage au-dessus. Je me suis dit que j'étais juste confuse sur la provenance du son. Peut-être que le bruit venait d'en bas, de mes parents qui se seraient réveillés pour aller chercher quelque chose à la cuisine. Ou peut-être qu'un chat ou un rat s'était introduit dans la maison et que son bruit de pas résonnait dans le silence. Je dois vous avouer que j'ai eu un peu peur et que ma recherche d'une explication avait surtout pour but de me rassurer. J'ai à nouveau tenté d'ignorer ces bruits, mais ils ne s'arrêtaient pas. Dans les jours qui ont suivi, je les ai entendus presque toutes les nuits. Une semaine plus tard, mes parents sont partis faire les courses. Je n'aimais pas me retrouver seule, mais je ne pouvais pas beaucoup me déplacer. Alors je suis restée à la maison. À nouveau, j'ai entendu ces bruits, très similaires à ceux que pourrait faire un petit enfant courant pieds nus sur le parquet. Jusqu'à présent, je les avais uniquement entendus lorsque mes parents étaient là, mais désormais je ne pouvais plus me reposer sur cette explication. J'étais seule dans la maison. Je comptais en parler à leur retour, mais alors qu'ils déposaient les sacs de courses, j'ai senti les premières contractions. Mes parents ont réagi rapidement et l'accouchement s'est déroulé sans problème. J'ai cependant eu besoin de beaucoup de repos. J'étais épuisée. Je n'ai plus entendu les bruits de pas et ils me sont totalement sortis de la tête. Quelques années plus tard, ma sœur et moi avons pris la décision de rendre régulièrement visite à nos parents et nous y sommes retournés du 13 au 16 août pour le festival d'Aubonne. Alors qu'on lavait la vaisselle, j'ai entendu ma mère et ma sœur discuter des bruits qu'elles entendaient parfois. Les bruits de pas semblables à ceux que ferait un enfant. Les souvenirs me sont revenus. Oui, je les avais entendus aussi. Ma mère avait remarqué ces bruits pour la première fois environ 3 ans avant que je ne revienne accoucher. Pendant la journée, elle pouvait les entendre lorsqu'elle se reposait dans le salon. La voisine d'en face avait une petite fille qui la visitait souvent. Ma mère s'est dit que le bruit venait de là et elle ne s'est pas posé plus de questions. Elle les avait de nouveau entendus récemment. D'après elle, il pouvait s'agir d'un Zashiki Warashi. Ce dernier est un type de yokai, une sorte d'esprit de la maison qui porterait chance. Elle ne l'avait jamais vu, mais persuadée de son existence, elle tentait juste de cohabiter avec lui. Mon père, quant à lui, n'avait jamais entendu le yokai. Le soir même, ma sœur a perdu quelque chose. Elle avait apporté un pantalon de pyjama pour enfant qu'elle comptait me donner pour ma fille. Avant de partir se laver,
Elle l'avait laissé dans la chambre devant sa valise. Nous l'avons cherché partout, et tous les membres de la famille ont affirmé qu'ils ne l'avaient pas vue, et encore moins déplacée. Le lendemain, lorsque je me suis réveillée, ma sœur m'a demandé si j'étais la personne qui avait trouvé le pantalon et l'avait laissé devant l'autel. Après s'être levée et avoir fait le tour de la maison, elle avait enfin aperçu le pantalon à côté de l'autel bouddhiste de mon grand-père. Il avait été déposé là, comme si quelqu'un l'avait retiré à la hâte et jeté par terre. Rien d'anormal ne s'est produit depuis, mais ma mère entend encore les pas de temps en temps. Il semble que ceux qui se cachent dans la maison de mes parents s'y trouvent toujours. J'en profite pour vous dire que je vais commencer à poster des vidéos sur des légendes colombiennes. Il y en a déjà quelques-unes sur ma chaîne, mais récemment j'ai commencé enfin à m'intéresser à l'actualité et aux légendes de mon deuxième pays, parce que oui, j'ai la nationalité colombienne, et j'ai trouvé des choses assez fascinantes qui collent un peu avec le thème de ma chaîne, donc je compte commencer à en narrer quelques-unes d'ici peu. Voilà, du coup, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Noël est déjà passé, il reste le nouvel an, et une bonne année 2023. Au revoir.